Ok, donc bonjour à toutes et tous et merci à toutes et tous d'être là. Donc on est 150 personnes, donc je vois qu'il y a des gens qui continuent à arriver. Donc je suis Mélusine Harley, directrice de la prévention de MGEN et aujourd'hui nous allons parler de la ménopause au travail, quelles solutions, quelles adaptations dans le cadre professionnel. Moi, je vais vous parler vraiment très très rapidement, hein. MGEN, on est des précurseurs sur la question de la santé de la femme. On a déjà 70 ans d'engagement sur ce sujet-là. On a notamment combattu en faveur de l'avortement, de la PMA, de la prise en charge de l'avortement lorsque ça n'était pas encore le cas. Et on se mobilise vraiment au quotidien sur tous ces sujets de la santé des femmes. On soutient également une chaire qui s'appelle la chaire Sport, Santé, Bien-être à l'Université de Poitiers, qui travaille sur les questions de santé cardiovasculaire des femmes. Et depuis 2022, on travaille beaucoup sur l'endométriose, notamment avec une application qui s'appelle Live, que vous connaissez peut-être certaines d'entre vous. En tout cas, si vous ne la connaissez pas et que vous avez une atteinte liée à l'endométriose, que vous connaissez des adhérentes pour qui c'est le cas, n'hésitez pas à faire connaître cette application qui est accessible pour nos adhérentes depuis cette année et qui fait aussi partie de nos combats. On pense que c'est très important. Donc MGEN, on fait partie d'un groupe qui s'appelle le groupe Vive, et c'est un groupe qui affirme plus que jamais sa volonté de travailler sur ces sujets de la santé de la femme, également d'être précurseur en amenant sur le devant de la scène des sujets qui ne sont pas forcément abordés toujours, et la ménopause évidemment en fait partie, et on en est très très fiers. Donc merci à nos intervenantes d'être là. On a fait déjà, c'est le dernier webinaire d'une série de 4 webinaires aujourd'hui. Le 29 janvier, on a fait un premier webinaire qui s'appelait Regard croisé sur la ménopause, un sujet social et de santé. Le 26 mars, un webinaire qui s'appelait Comprendre les manifestations corporelles et émotionnelles de la ménopause, les risques sur la santé et leur prévention. Le 14 mai, Bien vivre sa ménopause, quel accompagnement, quelles solutions possibles. Ces 3 webinaires sont disponibles sur le site internet de MGEN. Donc vous pourrez retrouver toutes ces informations et les liens vers les webinaires sur le site et donc sur la page qui s'appelle Ménopause. Donc on pourra vous envoyer le lien dans la conversation si vous le voulez. Et donc sans plus tarder, je passe la parole à nos intervenantes sur le sujet de la ménopause au travail. Merci encore d'être là et très bon webinaire. Euh, bonjour à toutes et tous. Merci Madame Harley. Donc, je suis Cécile Charlap, je suis sociologue, maîtresse de conférence à l'Université de Toulouse et avec Margot Imblet qui a travaillé également avec moi, on a été sollicité pour présenter une enquête que nous avons menée tout récemment. Je vous partage le support de ma présentation. Est-ce que tout le monde voit bien? On vous présente aujourd'hui les grands premiers résultats, premiers renseignements de cette enquête intitulée la ménopause aujourd'hui. Donc, quelques mots d'abord sur cette enquête. Donc, c'était une enquête quantitative qui avait pour but de saisir les représentations et les pratiques liées à la cause aujourd'hui. Donc, elle s'est déroulée du 29 mars au 3 juin 2024 par le biais d'un questionnaire auto-administré en ligne. Et l'enquête, elle était ouverte à toute personne de plus de 18 ans résidant en France. Pour ce qui est du mode de diffusion, donc, elle est passée par les réseaux sociaux numériques, donc des groupes Facebook dédiés à la ménopause, à la retraite, au secteur médico-social. Nous avons eu la grande chance de pouvoir faire passer l'information de cette enquête dans la newsletter de la MGL. Le mode de diffusion a été aussi par affichage dans les pharmacies de
Toulouse, là où est située notre université, dans une médiathèque, également dans différents podcasts, voilà, qui étaient liés à des émissions dans lesquelles j'étais interviewée. Et puis, on a également sollicité des associations, des collectifs de femmes, ainsi que des syndicats professionnels et des associations professionnelles. Donc, il s'agissait de professionnels du secteur médico-social, mais aussi de secteurs très, très féminisés. Donc, le questionnaire, il comprenait au total 45 questions, construit autour de 6 modules, comme vous le voyez. Donc, un premier module qui interrogeait l'expérience globale de la ménopause. Ensuite, le deuxième, santé. Ensuite, le troisième portait sur la vie quotidienne. Le quatrième, la ménopause société. Le cinquième, sur des questions d'information sur la ménopause. Et enfin, le dernier, qui est celui dont on va vous présenter les résultats aujourd'hui, portait sur la question de la ménopause au travail. Alors, quelques éléments rapidement également sur l'échantillon. 2022 questionnaires complets récoltés. Ceux de 1337 personnes se déclarant femmes, 58 hommes et 27 se déclarant autres, donc âgés de 18 ans et plus. En termes de diplômes, donc voilà, on a eu 15,5% de personnes qui avaient un diplôme inférieur ou égal au bac, bac plus 2 à 3, plus de 29%, et puis supérieur à bac plus 3, donc vous le voyez, 55,2%. Pour ce qui est des professions, là, les PCS, une surreprésentation de cadres et de professions intellectuelles et supérieures, avec 47,8%. 11,7% de professions intermédiaires, les ouvriers employés étaient 13,6%. Pour ce qui est des inactifs, donc retraités, étudiants, 15,6%, enfin 9% de professionnels de santé. Donc voilà, un échantillon avec une surreprésentation de femmes diplômées au moins d'un bac plus 4, et puis des cadres et des professions intellectuelles supérieures, ce qui n'est pas étonnant, hein, ce qui renvoie aux échantillons des grandes enquêtes en général. Donc, je vais passer la parole à Margot Amblay, qui va vous présenter donc les premiers résultats du module ménopause et travail. Alors, pour commencer, on va vous parler des femmes qui ont plus de 45 ans, et quand on fait un focus sur ces femmes-là, on peut remarquer que plus de 87% des répondantes déclarent ressentir des manifestations corporelles à la ménopause. Quand on s'intéresse ensuite à la question des difficultés à travailler du fait des manifestations corporelles chez les femmes ménopausées et en préménopause, on voit que 43,70% déclarent avoir eu ou avoir des difficultés au travail. Parmi ces femmes qui ont des difficultés, on peut observer la tendance suivante. Parmi les femmes qui ont déclaré avoir déjà eu des difficultés liées à la ménopause au travail, les cadres représentent le pourcentage le plus élevé, 49,7%, quand les artisans, commerçants et agriculteurs représentent le pourcentage le moins élevé, 2,6%. Bien qu'il faille garder à l'esprit la surreprésentation des cadres et des professions intellectuelles supérieures dans notre échantillon, cette tendance est quand même à remarquer. Ensuite, nous voyons que les femmes en préménopause ou ménopausées sont plus de 28% à cacher les effets de la ménopause au travail. Pour comparaison, si on prend en compte l'effet de la déformation de notre échantillon, on peut rappeler que dans l'enquête MGEN de 2010, qui a interrogé la ménopause au travail, 13% des femmes ménopausées ou préménopausées déclaraient avoir déjà caché les effets liés à son état dans le cadre professionnel. Parmi les femmes qui cachent la ménopause au travail, nous voyons là encore
Déjà, il faut garder à l'esprit la surreprésentation des cadres et des professions intellectuelles supérieures dans notre échantillon. Et on peut observer la tendance suivante. Parmi les gens qui ont déclaré avoir caché les effets de la ménopause au travail, les cadres représentent le pourcentage le plus élevé avec 55%, quand les artisans, commerçants et agriculteurs représentent le pourcentage le plus élevé avec 1,9%. On s'est ensuite demandé, est-ce que les femmes en parlent au travail? Et quand on interroge les femmes pour savoir si elles en ont parlé avec des personnes de leur entourage professionnel, on remarque que 70% n'en ont pas parlé. Et si on approfondit cette question et qu'on s'intéresse aux 30% qui en ont parlé, on observe que les collègues sont les personnes qui arrivent en tête avec 90% des répondantes qui ont déclaré en avoir parlé avec leurs collègues. Et bien loin devant les collègues sont bien loin devant le responsable hiérarchique avec 13%, donc 2 fois plus sollicités que le médecin du travail, quand le responsable RH et l'employeur sont à moins de 3%. On retrouve la même chose dans l'enquête MGEN de 2019, dans laquelle 12% des femmes en période de préménopause déclaraient être prêtes à en parler à leur supérieur si elles ressentaient des troubles liés à la ménopause. Donc, on voit bien que la ménopause est un sujet des interactions informelles entre collègues, proches, qui restent en deçà des champs de gestion des ressources humaines et de la santé au travail. Je vais donc conclure hein, cette petite introduction. Ce qui me semble important là de souligner sur ces tout premiers résultats, hein, on a clos l'enquête eh bien, il y a 10 jours. Donc voilà, l'enquête, elle ne portait pas spécifiquement hein, sur la question de la ménopause au travail, mais ces quelques éléments sur l'articulation ménopause-travail, ils soulignent que c'est un enjeu absolument prégnant pour les femmes, mais on le voit aussi, hein, c'est une question qui est très largement invisible dans les collectifs de travail, les instances de gestion des ressources humaines, comme de la santé au travail. Alors, d'autres travaux, hein, plus qualitatifs cette fois, montrent bien que l'articulation ménopause-travail, elle se joue différemment selon les secteurs de travail, hein, les secteurs en lien avec un public, mettent plus à l'épreuve puisqu'il s'agit de gérer des manifestations corporelles dans les interactions, donc sous le regard des autres. Également, ce qui est en jeu, c'est l'emploi occupé. Et on voit que des emplois d'encadrement peuvent également être des enjeux de mise à l'épreuve. Les emplois intermédiaires également sont à questionner avec des marges de manœuvre plus faibles dans la gestion de son temps, de ses conditions de travail, hein, qui peuvent être source de tension. Et puis, un élément également à prendre en compte, là je pense à une enquête britannique assez récente, qui montre que la question du taux de féminisation de l'encadrement est en jeu. Hein, cette enquête, elle montre qu'un encadrement féminin constitue une ressource pour les femmes au travail. Donc, voilà, ces quelques premiers enseignements, à mon sens, sont à prendre en compte dans vraiment cette mise en lumière du besoin de ressources et de soutien pour les femmes au travail. Et je terminerai sur ce point-là en vous remerciant encore à la fois pour l'intérêt de la MGEN pour l'enquête et puis de nous avoir permis de présenter ces premiers grands résultats. Merci. Alors, je suis ravie d'animer ce webinaire puisque, comme le disait Cécile Charlat, aujourd'hui, la ménopause, et on commence un peu plus à en entendre parler. En revanche, sur les questions liées au travail, on est vraiment très loin d'être sur ce sujet-là. Je vais me présenter assez rapidement parce que j'ai un média, je suis éditrice de presse. J'ai fondé un média il y a quelques années qui s'appelle J'ai Piscine avec Simone, qui est un média qui est dédié à la place des femmes qui vieillissent dans la société. C'est un vaste sujet. L'idée, c'est de rappeler que dans la société, les femmes vieillissent comme tout le monde, hein, au sein du règne animal,
comme les hommes, mais que l'appréhension de la vieillesse chez les femmes est absolument pas vécue de la même manière entre les hommes et les femmes. Et l'idée, ce média a pour but et objectif de déconstruire la stigmatisation des femmes qui vieillissent et notamment au sein des entreprises. Alors moi, je définis souvent mon activité comme une innovation sociétale qui est de rendre visibles les femmes passées 50 ans. Et l'innovation sociétale, pour moi, est primordiale aujourd'hui au vu de ce qui se passe au sein de la société et de dire qu'on ne peut pas écarter les femmes en fonction de leur âge et de leur physiologie est quelque chose qui pourrait sembler de manière évidente, naturelle, mais on en est loin et on le verra au sein des entreprises. C'est pas du tout encore le cas aujourd'hui. Donc on va passer à la slide 3, Axel, si c'est bon, pour vous. On va, s'intéresser, au cours de ce webinaire, plusieurs points clés. Il me semble important avant d'attaquer directement le sujet, de la ménopause en entreprise, de recontextualiser et en introduction, je vais revenir peut-être sur des éléments que vous avez, peut-être eus au cours des 3 premiers webinaires que j'ai intitulé «Le récit de la mort sociale des femmes», qui est, le socle de la pensée au départ, sur le vieillissement des femmes et ses traductions contemporaines. Je vous donnerai ensuite des éléments de contexte qui est un héritage de la pensée du XVIIIe et XIXe siècle pour qu'on comprenne mieux aujourd'hui ce qui se joue au sein des entreprises, qui est le nouveau terrain en fait où se joue le vieillissement des femmes et l'ensemble des enjeux et de ce qui va se passer pour ces femmes. Il est toujours bon de rappeler que nous vieillissons, nous vivons de plus en plus longtemps et normalement de plus en plus longtemps en bonne santé. Donc les entreprises ont un rôle clé à jouer sur le soutien et le support qu'on peut apporter aux femmes en entreprise à partir du moment où elles sont ménopausées. Alors on verra qu'il y a beaucoup d'entreprises innovantes, mais malheureusement, elles ne sont pas toutes en France et loin s'en faut. On verra que la Grande-Bretagne est extrêmement innovante en termes de politique de ménopause, en termes de gestion de la ménopause dans ces entreprises et notamment en termes de management. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire que, contrairement à ce que la culture, la société, les médias ont contribué à façonner, la jeunesse éternelle n'est pas un modèle viable et là, je reprends le titre d'un article qui était paru dans Welcome to the Jungle, dans lequel j'avais été interviewée sur, ces questions. L'idée aujourd'hui, c'est de voir comment on peut déconstruire ce modèle de la jeunesse éternelle qui est quand même très, très lié à jeunesse égale productivité et de voir comment aujourd'hui il est nécessaire de proposer des politiques inclusives qui ne soient pas stigmatisantes. Et puis, pour conclure, on approchera les politiques publiques aujourd'hui puisque les politiques publiques ont une part contributive extrêmement importante à jouer. Euh, et alors, certaines jouent leur rôle, d'autres moins, et on verra ce qui peut en sortir. Alors, pour démarrer ce sujet-là, on va passer à la slide numéro 4. On va s'intéresser à ce que ça veut dire le récit de la mort sociale des femmes et ses traductions contemporaines. On compte aujourd'hui environ 14 millions de femmes ménopausées en France, mais la ménopause est universelle, une transition qui est inéluctable, et pourtant, c'est l'un des domaines les plus tus de l'histoire physiologique de la vie des femmes. Une période, comme on l'a souvent dit, qui est semée de tabous et de non-dits, de honte parfois et d'énormément de stéréotypes. Alors, comment fait-on si on considère que l'espérance de vie moyenne des femmes actuellement âgées de 65 ans aujourd'hui est de 89 ans et sera de 93 ans pour les filles nées en 2022? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que
il reste aux femmes, au moment de la ménopause, le tiers de leur existence à vivre et peut-être un jour la moitié de leur existence à vivre. Donc on voit bien la distorsion de ce que l'imaginaire collectif fabrique comme récit et la réalité de ce que vivent les femmes. Dans cet imaginaire, la ménopause signe l'entrée des femmes dans la vieillesse. C'est une vision évidemment très stéréotypée qui dépasse la question de l'intime puisqu'elle a de nombreuses répercussions économiques et politiques. Et cette discrimination repose sur un terme que vous avez peut-être déjà entendu, qui est l'agisme, qui est un mot qui a été inventé par un gérontologue américain qui s'appelle Robert Butler et qui a proposé ce terme en 1969 et qui signifie une discrimination fondée sur l'âge. Et alors, si aujourd'hui on parle beaucoup d'agisme en pensant spécifiquement aux personnes dites seniors, l'agisme peut concerner les personnes les plus jeunes, puisque l'âge devient un élément de discrimination par rapport aux personnes qui les subissent. Donc, ça peut être ou la jeunesse ou l'avancée en âge qui devient quelque chose de délétère. La ménopause, c'est pas seulement un phénomène physiologique naturel inéluctable, pardon, puisqu'elle fait l'objet d'une interprétation sociale et c'est ça qui va la rendre extrêmement complexe. Si la ménopause est une transition qui peut être envisagée comme une perte ou une valeur ajoutée, ça dépend éminemment de la place sociale que les femmes occupent dans différentes sociétés et c'est d'autant plus vrai, cette traduction s'incarne totalement au sein des entreprises. Et cette traduction sociale, elle dépend beaucoup de ce que l'arrêt des règles est porteur de signification, de valeurs positives ou négatives dans la société. Donc, c'est un des tabous qui restent les plus ancrés et qui s'illustre dans le monde du travail, c'est ce qui nous occupe aujourd'hui. Stigmatiser ce bouleversement intime du corps des femmes rejaillit tout entière sur la société, mais aussi sur l'économie, puisqu'on rentre dans une équation qui est comment faire avec des symptômes qui nous disqualifient automatiquement en termes de productivité, de légitimité et voire même de compétence. Et ce statut des femmes, qui peut être rehaussé ou pas, doit leur permettre pourtant de continuer à accéder à des rôles sociaux importants, comme dans certaines collectivités. Il y a beaucoup de sociologues et d'anthropologues qui ont parlé de ce sujet-là. Je pense notamment à l'ethnologue et anthropologue Françoise Héritier ou au psychiatre et anthropologue Daniel Delanoë qui parlait déjà de ces sujets il y a quelques décennies. Alors, est-ce que cette perception, elle est constante et universelle? Est-ce qu'il y a d'autres modèles qui prévalent? Oui, mais on peut dire que globalement, dans la société occidentale, on est en butte à peu près aux mêmes stéréotypes et biais. Et examiner la façon dont la ménopause est vécue par les femmes elles-mêmes et analyser le regard de la société sur cette transition physiologique nous donne une grille de lecture sur la place qui est accordée à toutes les femmes, quel que soit leur âge dans la société. Et à travers ce prisme, on considère l'urgence de la déconstruction des représentations inégalitaires du vieillissement des femmes comparé à celui des hommes. Slide 5, merci. Il s'agit pas seulement d'une question intime de transition hormonale, mais un sujet qui concerne, selon l'Organisation mondiale de la santé, 1,2 milliard de femmes qui seront âgées de 50 ans ou plus en 2030. Un nombre croissant de ces femmes peut s'attendre à vivre plusieurs décennies après la ménopause. Et si on revient à la France plus spécifiquement, cette question est un enjeu de société puisque en France, je ne sais pas si vous le savez, d'après les chiffres de l'INSEE, une femme majeure sur deux en France a plus de 50 ans. Slide 6.
Alors, on va donner quelques éléments de contexte et on va particulièrement s'intéresser à l'héritage de la pensée du XVIIIe et XIXe siècle. Parce que pour comprendre le regard actuel et sociétal sur la ménopause, il faut s'intéresser au départ à la transmission de ces représentations qui s'enracine dans une histoire tout à la fois médicale, mais sur cette histoire médicale, j'y reviendrai pas parce que je pense que ça a été traité dans les webinaires précédents, mais aussi de manière assez intéressante dans la littérature. Et si on s'intéresse à ces traductions, on va voir que ces traductions soulignent l'aspect majoritairement déficient qui s'y attache, mais il y a quelques éléments qui doivent nous intéresser pour comprendre la place des femmes ménopausées au sein des entreprises. Et cette étape objective de l'avancée en âge que constitue la ménopause, elle doit être historicisée et contextualisée, puisque si les femmes en vieillissant ont toujours vu diminuer leur fertilité, et pour celles qui avaient la chance de vivre jusqu'à la cinquantaine, finalement disparaître, la constitution de la ménopause comme étape signalant l'entrée féminine dans la vieillesse, en fait, elle est plutôt récente, elle date que du tournant du XVIIIe et XIXe siècle, des époques en fait avant lesquelles la catégorie de la ménopause et sa médicalisation n'étaient pas du tout institutionnalisées. Alors, si on s'intéresse à la fabrique de cet imaginaire collectif sur la ménopause, moi je me suis intéressée un peu aux héroïnes de romans et vous allez voir, c'est assez édifiant. Et avant que le processus physiologique lui-même ne s'engage, d'autres indicateurs socio-culturels ont souvent signifié aux femmes leur entrée dans la vieillesse. Je crois que c'est ce que Cécile Charlap appelle la ménopause sociale. Euh, c'est une lente construction qui est à l'œuvre, brique après brique, siècle après siècle. Cesser de s'intéresser au corps des femmes qui vieillissent est une norme dont on ne peut s'abstraire qu'en la stigmatisant. Et c'est un travail, et c'est à cela que le travail d'une chercheuse en littérature française qui s'appelle Annette Kehl-Hauer et qui est fondatrice du Centre interdisciplinaire pour la différence et la diversité des genres à l'université Friedrich Alexander, s'est intéressée. Et elle s'est intéressée au vieillissement des femmes par le biais de la littérature depuis le XVIIIe siècle et c'est assez édifiant puisque jusqu'au XIXe siècle, les femmes passées 30 ans, eh ben, elles prenaient directement le chemin de la vieillesse. C'est ce qu'écrit la chercheuse. En ce qui concerne la femme qui passait ce cap fatidique des 50 ans, elle ne pouvait poursuivre sa vie sociale et elle ne la devait en fait qu'à son intelligence qui était seule supposée suppléer à la défaillance du corps. Donc oui, évidemment, à l'époque, on se demandait bien à quoi pouvait servir un corps qui n'est plus fécond, on vous le demande, ce qui devait donc les favoriser. Normalement, si on transposait ça aujourd'hui, ça devrait favoriser les femmes dans des fonctions importantes au sein des entreprises si on transpose le raisonnement de l'époque. Alors, si on revient à des romans très célèbres, je pense à Madame de Merteuil dans Les Liaisons dangereuses. À l'époque, l'actrice qui l'incarne est Glenn Close, elle a 41 ans. Elle est décrite dans le roman comme une intrigante amorale qui serait une amoureuse vieillissante et ridicule. Molière, de son côté, lui, met en scène l'équilibre entre ce qu'on trouve chez les femmes vieillissantes, entre l'acceptation sociale de leur intelligence, donc on revient toujours à ce côté supplétif, qui est palliatif, qui serait un palliatif à la beauté disparue, et leur condamnation par l'exposition publique de cette intelligence. On voit bien que les femmes sont toujours sur le fil du rasoir, entre avoir un corps qui n'est plus fertile et en même temps une intelligence qu'on peut montrer, mais tout en ne la montrant pas trop. Je vous laisse transposer ça dans des situations actuelles aujourd'hui au sein des entreprises. Et c'était une représentation évidemment extrêmement biaisée et qui était accentuée par la norme théâtrale de l'époque, puisque
les rôles et les figures de femmes âgées étaient joués par des acteurs masculins. Alors, si on élargit ce socle qui façonne un imaginaire assez négatif, on retrouve la figure de la sorcière et de la coucheuse. La femme ménopausée est une femme libre qui possède le savoir et donc qui est une femme dangereuse. Alors, si à l'époque c'est plutôt la culture médicale qui est soulignée de cette façon, le savoir est censé appartenir exclusivement aux hommes et une femme éduquée est une femme, donc je répète, qui est dangereuse. Si on reprend cet imaginaire collectif et qu'on transpose ce biais aujourd'hui dans le monde du travail, ça donne une autre traduction qui serait que la ménopause constitue une période où les femmes devraient aujourd'hui atteindre des niveaux de responsabilité, de promotion et de formation au même niveau que les hommes. Mais c'est toujours pas le cas. Les femmes demeurent toujours sous ce fameux plafond de verre et les choses ne changent, et on le verra dans la deuxième partie, uniquement lorsqu'on met en place des politiques extrêmement volontaristes de la part des entreprises et des personnes qui sont à leur bord. Slide suivante. Et pour voir cet état au sein des entreprises, c'est donc le nouveau terrain où se joue le vieillissement des femmes. Je suis revenue, pour faire un état des lieux, sur l'étude Kantar-MGEN, qui a été faite et qui, donne quand même l'ensemble de la complexité du sujet à traiter. La ménopause, alors je ne vais pas vous reformuler toute l'étude, mais j'ai, pris quelques points qui me paraissent extrêmement représentatifs et saillants du sujet. La ménopause reste surtout perçue comme un sujet de femmes. Plus de 2 tiers des Français, donc 66%, estiment qu'hommes et femmes ne sont pas égaux face au vieillissement et ne sont pas traités de la même manière au travail et dans la société lorsqu'ils avancent en âge. Et ça, c'est ce qu'on appelle, et qui a été formulé dans les années 70, c'est ce qu'on appelle le double standard du vieillissement. Ce double standard du vieillissement, il a été mis en avant par une essayiste américaine qui s'appelle Susan Sontag, et qui avait écrit un article qui est resté très fameux à l'époque. On est en 1972. Et qu'est-ce que dit Susan Sontag? Elle dit que la société, dans un cas, valorise les signes du vieillissement chez les femmes, alors que les femmes sont sanctionnées lorsqu'elles vieillissent, puisque à l'agisme, on se mêle le sexisme. Donc on voit bien que ce double standard du vieillissement va avoir des effets extrêmement impactants dans le déroulement de la carrière des femmes. Deuxième point important, 62% estiment qu'avancer en âge freine l'évolution professionnelle. C'est vrai pour 58% des hommes et 66% des femmes. Et les femmes ménopausées ou préménopausées sont plus nombreuses à considérer cette inégalité dans l'avancement et l'évolution professionnelle. Une grande majorité des Français, puisque 82%, considèrent que l'avancée en âge devrait être prise en compte dans le cadre du travail, mais pour moins de 10% des personnes interrogées, la ménopause devrait être un sujet d'entreprise dans la sphère du travail. Donc on voit bien qu'il y a d'un côté un souhait pour que ces sujets soient pris en compte, mais de l'autre côté, il y a une certaine frilosité, et on verra pourquoi dans la suite de cette conférence. 26% des femmes préménopausées affirment avoir caché les effets dus à la ménopause. Euh, Pourquoi? Si on regarde le chiffre suivant, on va le comprendre assez facilement, puisque 44% des femmes préménopausées ont entendu des commentaires ironiques ou des blagues sur la ménopause et 22% des remarques négatives, un chiffre qui est en progression par rapport à 2019. Et on rentre vraiment avec ces chiffres dans ce qui caractérise le tabou de la ménopause,
qui a la double complexité d'être à la fois un sujet intime et à la fois économique. Comment les deux aspects de cette transition peuvent coexister pour être porteurs de mieux-être et de solutions, à la fois pour les femmes et pour les entreprises, mais je dirais aussi pour les hommes, puisque ici, l'idée, c'est vraiment aussi d'acculturer les hommes à ce qui se passe pour les femmes. Slide 8. Pour illustrer cette culture du secret autour de la ménopause, je vais vous raconter une anecdote que j'ai entendue il y a quelques années lors du Women's Forum qui avait lieu à Paris et au cours d'une table ronde qui était intitulée No Country for Old Women, donc c'est tout un programme, hein, pas de pays pour les femmes qui vieillissent. Et et c'était pas n'importe qui parlait, c'était Elizabeth Jeffords, qui est PDG d'un laboratoire pharmaceutique, enfin, qui est une entreprise mondiale de la tech, et qui racontait que quand elle avait été enceinte et qu'elle avait dû faire une présentation importante devant une assistance où il y avait beaucoup d'hommes, elle était très essoufflée et elle n'avait pas du tout cherché à le cacher. Et quand elle a vécu, quelques décennies, plus tard, la ménopause, elle était en pleine levée de fonds, donc elle refaisait une présentation devant une assemblée extrêmement masculine. Elle a eu des bouffées de chaleur et elle interroge et elle dit: «Est-ce que j'ai retiré ma veste?» et elle a dit: «Non». Pourquoi je vous parle de cet exemple-là? Parce qu'il s'agit de quelqu'un qui a du pouvoir, qui avait du leadership, qui incarnait une réussite professionnelle et même elle, qui avait, tous les codes du pouvoir, n'a pas voulu montrer une certaine vulnérabilité et ça constitue la base, du tabou. Slide 9. Et c'est important lorsque, vient, l'âge de la ménopause, heu, de voir que les femmes sont globalement, invitées à se retirer du monde. Alors, moi, j'ai appelé ça le syndrome du couvent, ce qui alors évidemment, on ne demande plus aux femmes de rejoindre un couvent, pour qu'elles y vieillissent à l'abri des regards, mais il y a un sentiment d'abandon, lâchées, elles sont un peu lâchées par la société et elles sont priées de se mettre de côté pour laisser les autres continuer à vivre sans elles. Alors on le voit bien dans, les absences de formation ou de promotion quand on passe 45-50 ans dans les entreprises, ça devient compliqué. Alors cette mise à l'écart, elle est jamais explicite, hein, puisque je vous rappelle que, faire de la discrimination basée sur l'âge, c'est totalement illégal. Mais ça s'exprime de manière très insidieuse sous la forme d'innombrables injonctions au jeunisme. Heu, la perte de la fertilité, se construit aussi dans la sphère professionnelle puisque l'âge, en fait, est, évalué sous l'angle de la perte de compétences au sein des entreprises. Alors c'est jamais dit de cette manière-là, mais si vous avez et j'imagine que c'est le cas pour, certaines d'entre vous, postulé avec un CV, sur lequel on peut déduire votre âge. On vous dira jamais que vous êtes trop élevé, trop vieille pour le job, parce que ça se fait pas, mais on va vous dire, «Tu vas t'ennuyer, c'est ça a pas d'intérêt pour toi, tu es trop qualifié» et cetera. Donc on a, cette petite musique ambiante, qui est très compliquée à déconstruire et on voit que les femmes ménopausées sont discriminées, par l'âge. Heu, l'agisme est combiné au sexisme et on sait très bien que la ménopause nous impacte de plein de manières physiquement, et que le corps des femmes change. Donc cette double discrimination, elle est extrêmement, compliquée à vivre au sein des entreprises. Alors si le tableau a l'air un peu noir, on va voir qu'il y a des solutions et globalement, au cours, de la dernière décennie, on a vu s'améliorer les conditions des femmes enceintes et des nouvelles mères qui ont été grandement améliorées. Heu, on voit que la question des menstruations, hein, elle est aussi à l'ordre du jour avec les congés menstruels.
mais les femmes en phase de ménopause passent toujours sous le radar. Et finalement, les conséquences, c'est que les femmes plus âgées continuent de craindre les effets de ce processus qui est naturel, hein, rappelons-le, sur leur vie professionnelle. Et beaucoup de spécialistes interrogés, notamment dans un article du magazine Fortune, estimaient que les organisations devaient faire preuve de beaucoup plus d'ouverture et de chercher à mieux comprendre les effets de la ménopause sur le travail. Et les employeurs qui le comprennent peuvent mieux soutenir les femmes et leur donner des moyens de continuer à exceller puisque on est à l'âge où on est au maximum de ses compétences euh, professionnelles. Donc les enjeux ici, ils sont extrêmement nombreux. Alors ils sont euh, pour les femmes, mais on va voir que il n'y a pas que les femmes, il y a aussi des enjeux pour les entreprises. Alors, l'âge paradoxal où elles deviennent aidantes, normalement, c'est le moment où les femmes sont au sommet de leur expertise. Et on voit qu'aujourd'hui, le report de l'âge de départ à la retraite, en tout cas tel qu'il est acté aujourd'hui, fragilise celles qui sont impactées par un ou plusieurs symptômes de la ménopause au travail, qui peut induire des temps partiels, des reconversions, ou même des départs anticipés à la retraite, hein. Pour mémoire, je vous rappelle que les pensions des femmes sont toujours inférieures de 40% à celles des hommes hors pension de réversion. Les chiffres sont parlent d'eux-mêmes. Au Canada, les femmes perdent 3,3 milliards de dollars de revenus par année à cause des symptômes de la ménopause. C'est ce que dit une analyse économique réalisée par le cabinet Deloitte, puisque certaines décident de travailler à temps partiel, d'autres refusent même des promotions, hein, c'est ce qu'on appelle le opting out, ou changent d'emploi pour réduire leur niveau de responsabilité au moment même où, en fait, elles devraient gagner des salaires extrêmement importants. Donc, on voit bien que ces questions, elles sont cruciales, puisque si je reviens sur les aidantes, en France, sur les 8 à 11 millions d'aidants, ce qui est colossal, 60% sont des femmes dont l'âge moyen est de 60 ans. La source de cette enquête, c'est la DREES et la Matmut. Qu'est-ce qu'il en est de voir que potentiellement, après avoir perdu des revenus à cause soit des menstruations, des congés de maternité, des fausses couches ou des soins aux enfants, les femmes écopent encore autour de la cinquantaine, au sommet de leur potentiel économique. En fait, elles sont encore impactées et globalement, on pourrait se dire que les femmes n'ont jamais le bon âge pour faire carrière, mais ça, c'est un sujet en lui-même que je ne vais pas traiter ici, mais qui s'y rattache. Alors, pour les entreprises, quels sont les enjeux? Alors, on a la marque employeur. Alors, quand je parle de marque employeur, je parle d'attrait de la marque pour les gens qui souhaiteraient être embauchés. Et en dehors de la communication institutionnelle, la marque employeur, on le sait aujourd'hui, est quelque chose auquel les entreprises sont extrêmement sensibles, puisqu'aujourd'hui, le marché du travail est évolué et si on reprend des grandes catégories, ce que j'aime pas beaucoup, mais on sait que la génération Z, c'est-à-dire les plus jeunes, attache beaucoup d'importance à ce que fait l'entreprise pour ses salariés en termes de conditions de travail et de bien-être. L'absence de transmission entre les générations, elle est aussi absolument cruciale puisque on voit bien que si les femmes s'en vont, il y a une perte de productivité, d'expertise et de compétences. Alors, si les symptômes de la ménopause ou de la préménopause, tels que le stress, l'anxiété, le brouillard cérébral, continuent à passer inaperçus et d'être mal gérés,
la perte de personnel féminin, en fait, ne fera que s'aggraver. Donc, il y a un enjeu pour les entreprises qui est considérable sur la gestion de leurs talents. Puisque si vous rentrez demain dans une entreprise et que vous avez 30 ans et que vous vous apercevez qu'il n'y a absolument rien de fait au fur et à mesure que vous allez vieillir, peut-être que vous n'aurez pas envie de rester au sein de cette entreprise et de vous y investir. Slide 10. Alors, on a des exemples d'entreprises innovantes, mais les exemples les plus inspirants ne sont pas en France, se trouvent en Grande-Bretagne. Pourquoi? Parce que la Grande-Bretagne fait vraiment figure de pionnière dans la gestion de la ménopause au travail. Certaines entreprises mettent en valeur un label Menopause Friendly afin d'indiquer clairement à leurs futurs employés qu'elles ont inclus un management dédié qui prend en compte les spécificités de la ménopause. Alors l'une d'elles est une chaîne de télévision qui est Channel 4, qui est vraiment pionnière sur le sujet puisque dès 2018, elle a présenté un plan pour une meilleure prise en charge de cette période de transition dans la vie des femmes sur leur lieu de travail. Et ça, c'était assez révolutionnaire, mais ça peut s'expliquer par le fait que la première femme à diriger la chaîne en 37 ans d'histoire était une femme qui présentait des symptômes de la ménopause. Donc, je pense qu'elle a été impactée. Et souvent, pour qu'il y ait une vraie volonté, il faut que la direction en soit totalement persuadée. Et c'était important puisque 59 des femmes qui présentaient des symptômes de la ménopause sur leur lieu de travail disent que ces symptômes ont un impact négatif sur leur activité et que même ces symptômes sont handicapants. Alors, concrètement, qu'est-ce qui a été mis en place? Alors, la chaîne a proposé à ses collaboratrices des horaires de travail flexibles, des congés payés si les symptômes les empêchaient de travailler, l'accès à un espace privé qui est frais et calme, ou encore une évaluation de leur environnement de travail pour s'assurer que cet environnement, en fait, ne va pas aggraver leurs symptômes. Et il y a eu une femme qui était membre de la direction des ressources humaines qui avait été désignée comme alors championne de la ménopause, une ambassadrice, et qui organisait des séances d'information pour sensibiliser les personnels à cette problématique. L'ensemble de ces dispositions, en fait, étaient là pour, euh, pour soutenir les employés et fournir des conseils euh, aux collègues et aussi aux responsables hiérarchiques dont la façon dont ils pouvaient aider ces femmes qui traversaient cette période-là. Donc ça, c'est extrêmement important. C'est un des premiers exemples. Autre exemple que j'ai envie de vous citer, c'est celui de la banque, la Standard Chartered Bank, euh, et qui a fait une enquête extrêmement importante. Et pour comprendre, en fait, sa volonté, c'était de comprendre comment la transition de la ménopause affectait les femmes qui travaillaient dans les services financiers et comment ça affectait cette réserve de talent féminin et comment on pouvait mieux aider ces femmes. Et donc, ils ont fait une grande enquête qui a été déployée auprès du secteur des services financiers au Royaume-Uni, qui avait été menée en 2001. Ils ont obtenu quelques milliers de réponses et en fait, ce qu'ils souhaitaient avoir, c'était comprendre comment tous les employés pouvaient être mieux soutenus pour faire face à la ménopause. Donc, il y a eu des groupes de discussion et des entretiens approfondis avec des hommes et des femmes qui ont été menés. Et c'est intéressant parce qu'il y a un côté extrêmement inclusif qui ne laisse pas la ménopause comme une simple histoire de femmes avec plein de guillemets. Et en fait, les groupes de discussion ont été organisés en fonction de tous les aspects de la diversité. Pourquoi? Parce que l'idée, c'était de saisir toutes les nuances intersectionnelles qui pouvaient exister, puisqu'on l'a vu, la ménopause peut être impactante, mais c'est le moment où d'autres charges mentales peuvent intervenir, comme l'aidance, par exemple. Et donc,
l'aspect intersectionnel est extrêmement important. Alors, ça s'est traduit comment? Après cette enquête, ils ont proposé une approche qui visait à renforcer la politique de santé et de bien-être, qui était déjà mis en place sur d'autres sujets pour 85 000 employés répartis un peu partout dans le monde. Donc, ils ont mis en place un guide spécialisé pour l'ensemble des employés, y compris avec des conseils très spécifiques pour les responsables hiérarchiques, afin d'éduquer et de sensibiliser les employés à la ménopause. Donc on retrouve là aussi de ce qui a été proposé par la chaîne de télévision. Il y avait des options de travail flexibles qui ont été lancées à grande échelle, hein, au début de cette année en 2021, qui mettaient l'accent sur la manière dont la banque pouvait aider ses collaborateurs à gérer ces symptômes. Il y a un programme d'aide qui a été déployé pour offrir des conseils. Il y a eu aussi quelque chose qui me paraît extrêmement important, c'est que c'était pas seulement, hiérarchique et descendant, il y a eu un soutien entre collègues qui a été, mis en place par l'intermédiaire, pardon, de groupes de ressources internes, et ça, c'est quelque chose d'important. Et puis, des accès à des espaces, privés, frais et ventilés, et dans les cas où il y avait des uniformes, mettre, à disposition des uniformes supplémentaires, dans les cas où, les femmes auraient eu des bouffées de chaleur, et où elles auraient, beaucoup, transpiré. Et donc, c'était important parce que l'étude avait renvoyé, ce qu'on a déjà vu, que le manque de sensibilisation et de soutien de la part des employeurs et des collègues pour aider à gérer ces symptômes, eh bien, rendait, les femmes moins désireuses d'évoluer vers des postes plus élevés, et qu'elles pouvaient même envisager, de quitter leur travail. Et enfin, en termes de communication, la banque a signé le UK Menopause Workplace, qui est un plaidoyer, qui a été signé par de nombreuses entreprises britanniques qui s'engageaient à reconnaître que la ménopause pouvait être un sujet sur le lieu de travail. Alors aujourd'hui, ce Menopause Workplace, il y a plus de 2 700 employeurs qui l'ont signé, dont de très grandes entreprises, dont la BBC, Royal Mail et Tesco. Donc il y a, des vraies campagnes qui mobilisent. Slide 11. Alors comment, une fois qu'on a fait cet état des lieux et de voir qu'il y a des propositions, hein, qui peuvent émerger, comment on fait pour proposer des politiques inclusives non stigmatisantes? Pourquoi non stigmatisante? C'est une étape de la vie des femmes qui peut être stigmatisée par la société, le regard que l'on nous renvoie, mais aussi qui peuvent être très intériorisées par les femmes, et on l'a vu, qui ne prennent pas évidemment, le parole sur ce sujet-là. Alors, quand je dis, je reprends ce titre de «La jeunesse éternelle n'est pas un modèle viable pour les femmes actives», hem, on s'aperçoit bien aujourd'hui que cette question de la ménopause, elle s'invite forcément, au sein des entreprises, puisqu'on n'a pas de frontière étanche entre la société et les entreprises. La société, les problèmes de société s'invitent couramment dans les problématiques RH, et je vous rappelle que la société, c'est quand même le dernier lieu où on a ensemble 3 ou 4 générations sous le même espace. Donc c'est forcément, nécessaire d'être inclusif pour mener des politiques stratégiques et de voir comment on peut les construire, sans qu'elles soient totalement individualisées et donc parfois stigmatisantes. Et on pourrait envisager des politiques, inclusives qui prennent globalement le temps hormonal de la vie des femmes, et il pourrait, avoir un socle commun entre, une politique qui adresserait les femmes atteintes, d'endométriose, de femmes enceintes ou de femmes, ménopausées. C'est ce que, j'appelle, les 3 M, qui sont les menstruations, la maternité et la ménopause. Et si on dézoome pour envisager les grands temps de la vie des femmes sous ces 3 M,
on s'aperçoit que en fait, c'est quelque chose qui est déjà pris en compte, mais pas, globalisé, puisque des entreprises ont déjà beaucoup évolué sur des questions liées à la maternité, hein. On n'est plus systématiquement, sanctionné et puni à son retour de maternité, on continue même à être promu dans certaines entreprises. Les projets de congés menstruels sont en place dans certaines entreprises, hein, c'est le cas chez Carrefour et dans certaines collectivités territoriales qui, sont parfois très, en avance et très, imaginatives. Par exemple, Lyon Métropole a mis, en place des congés menstruels. Aujourd'hui, il reste la prise en compte de la ménopause qui est pas adressée, globalement et en fait, on devrait mettre en place des programmes de sensibilisation en combinaison avec d'autres initiatives liées au bien-être, à la santé mentale. On a vu combien la santé mentale avait été impactée pendant la crise du Covid et de soutien général aux employés. Ça permettrait de mettre en place et de faire rentrer la question de la ménopause sans qu'elle soit stigmatisée, en s'intégrant pleinement dans des stratégies de diversité et d'inclusion des entreprises. En fait, toute femme qui souffrirait de symptômes de ménopause doit pouvoir bénéficier du même soutien qu'une personne souffrant d'un autre problème de santé, quel qu'il soit. Ça, c'est extrêmement important. Donc, si on regarde ce qui a été mis en place, on s'aperçoit que des petites actions peuvent suffire et s'insérer dans des dispositifs existants. Le télétravail est par exemple quelque chose qui existe déjà. L'aménagement des temps de travail, c'est une question de flexibilité hein, qui peut rentrer en compte globalement dans les dispositifs de télétravail et avoir une pièce un peu rafraîchie, avoir un port allégé d'uniforme, des salles de repos, c'est autant de micro-actions qui peuvent être extrêmement utiles et c'est aussi mettre à libre disposition des supports de communication sur la ménopause qui devraient pouvoir être accessibles sans qu'on ait besoin de le demander. Slide 12. Alors, comment faire rentrer dans ce champ la ménopause plus globalement? La santé au travail doit s'insérer dans les politiques de QVCT qui sont aujourd'hui les pivots des politiques d'inclusion et de diversité. On est passé de la qualité de vie au travail à la qualité de vie et aux conditions de travail. On voit bien qu'on est passé de la QVT à la QVCT et ça, ce petit C en plus, c'est super important puisque la QVCT, elle doit se concevoir comme une culture d'entreprise qui favorise le bien-être au travail. Et à ce titre, il faut libérer la parole individuelle et collective. Pourquoi collectif? Parce que le mode collectif doit engager les RH sur le sujet. Et si vous engagez les RH, vous inciterez aussi les directions à prendre des mesures beaucoup plus concrètes. Pourquoi passer par la QVCT? Parce que l'aborder par cette dimension-là, c'est aussi intégrer l'ensemble des dimensions de la QVCT qui sont multiples. Hein. Aujourd'hui, ça va de la transformation des pratiques managériales, et il s'agit bien de ça en termes de gestion de ménopause, de la qualité des missions, de l'employabilité, des perspectives d'évolution, de la formation, des équilibres de temps de vie. Donc, on voit aujourd'hui qu'au terme de la QVCT, on retrouve énormément de sujets qui peuvent faire rentrer la ménopause sans aucun problème. La question, plus largement, qui dépasse la seule gestion de la ménopause, c'est la réhumanisation des espaces de travail et des temps de travail. Si les entreprises veulent s'occuper du bien-être des femmes ménopausées, elles doivent réfléchir
au fait de pouvoir, octroyer des heures, ou des jours de repos. Il faut, s'inspirer d'initiatives qui ont été prises, là encore par certaines collectivités publiques. Par exemple, c'est le cas du département de la Gironde, qui est le premier département à avoir expérimenté un congé menstruel et un congé sur la ménopause. Donc on voit bien que, ces dispositifs, ils sont importants puisque, une collectivité comme département de la Gironde, c'est important puisque les femmes représentent dans ce département 2 tiers des 7 000 agents de la collectivité territoriale. Et je vous rappelle pour mémoire, là encore, que les collectivités publiques territoriales sont majoritairement des employeuses de femmes, autour de 62 à 63. Donc c'est absolument énorme. Donc heu, là encore, il va s'agir d'adapter des postes de travail, de permettre à des femmes de travailler debout ou assises, heu, de télétravailler le plus possible quand les, périodes sont compliquées et offrir, des temps de repos complémentaires si besoin avec la médecine du travail, parce que je pense qu'il est globalement extrêmement important, que la médecine du travail soit associée à ces politiques, de management. En fait, on pourrait dire qu'il faut que le corps de la femme, soit reconnu dans les entreprises à tous les stades de la vie, de ces femmes. Alors, que disent aujourd'hui, slide 13, les politiques publiques? Alors, on a eu un grand espoir, alors on ne sait pas si cet espoir va revenir ou pas, mais une mission parlementaire a été, nommée il y a très peu de temps. Elle avait été mise en place, elle était en train de se mettre en place sur la ménopause. Elle a été annoncée en mai, qui ici, cette mission avait pour but d'informer le grand public et de mettre en place, des actions, préventives pour permettre aux femmes de vivre le mieux possible, cette période de leur vie, au sein des entreprises. En Grande-Bretagne, un programme de santé publique des femmes, cette année en 2024, prévoit l'accompagnement lors des différentes phases de la vie des femmes, lors, des règles, lors de l'accouchement, à la maternité et à la ménopause. Donc on voit bien, qu'il est extrêmement, urgent que les pouvoirs publics s'emparent de cette question-là qui peut sembler seulement une question de d'intimité et on en est très loin. Slide 14, je terminerai avec, cette étude qui est absolument, faramineuse, qui, a chiffré, que près de 1,8 milliard de dollars, c'est ce que la ménopause coûte par an aux Américaines en temps de travail perdu. C'est une étude qui a été faite par une clinique américaine et on voit bien que ces questions liées à la ménopause sont des questions de ressources, des questions économiques et des questions de société puisque, aujourd'hui, les femmes, vivent encore plus longtemps que les hommes et donc si les femmes sont empêchées de travailler au sein des entreprises, on va fabriquer de la précarité et on n'est plus sur de l'intimité, là on est sur des questions intime et politique. Et dernière slide, je vous remercie pour votre écoute. Merci. Merci Madame Dancourt pour cette présentation passionnante. Il y a plusieurs questions qui sont apparues. Oui. Première question, quelle démarche pour mettre en place une politique interne en entreprise sur la ménopause? Par où commencer et quels sont, selon vous, les écueils à éviter? Ouais, c'est une vaste question. Je pense que déjà, parler de ménopause, au travail, c'est déjà, pouvoir proposer, de l'information. Je pense que c'est, extrêmement important, que les femmes soient informées et qu'elles puissent avoir à disposition, heu, des brochures, des ressources, peut-être déjà, commencer par, avoir une politique, concertée avec la médecine du travail, avec les RH. Je parlais de la QVCT, mais en fait, ces sujets-là doivent être mis, sur la table et puis, dans un premier temps, avoir une information plutôt large pour pouvoir après, avoir un prisme plus aigu
et peut-être, avoir des groupes de parole sur ce sujet-là. Qu'est-ce qui, déjà, refaire, savoir qui, sont les femmes en ménopause en termes, quantitatifs au sein des entreprises. Est-ce que vous avez majoritairement des femmes, dites seniors dans votre entreprise ou est-ce qu'elles sont peu nombreuses? Est-ce que vous pouvez, parler de ce sujet-là, pas seulement en silo avec des femmes impactées, mais aussi avec les générations suivantes, avec des générations avec, des trentenaires, avec des quarantenaires? Et je pense qu'il faut y aller en partant du plus large vers le plus réduit et je pense que, susciter déjà le débat, la parole sur le sujet, ça peut être extrêmement important et je parlais aussi de ces fameux 3 M. Je pense que si on est dans des entreprises où on dit, les menstruations, la maternité, la ménopause sont des sujets qu'on va traiter ensemble, puisqu'il peut y avoir plein de points communs, je pense qu'on peut arriver à mettre en place quelque chose sans stigmatisation. Merci pour cette réponse. Alors, j'ai une deuxième question à vous poser. Vous avez répondu à peu près, mais du coup, mis à part les RH dont vous avez parlé, quelles sont les personnes référentes ou les ressources au travail auprès desquelles les collaboratrices peuvent se tourner? Je pense que c'est voilà, ce que je disais un peu au sujet, des RH. Je pense qu'il ne faut pas laisser le sujet aux seuls RH. Pourquoi? Parce que d'abord, les RH sont pas forcément à l'aise, pour parler du sujet. Je pense qu'il faut, aller vers, la QVCT. Je pense que c'est très important. On parlait de bien-être et de santé mentale. Ça peut être, on sait bien que la ménopause, il y a certains symptômes qui peuvent faire penser à des dépressions, hein, quand on est en préménopause. Donc la santé mentale, ça peut être, une façon d'aborder le sujet. Je parlais de la médecine du travail, mais je pense qu'on a vu tout à l'heure, je crois que c'est dans la présentation de Cécile Charlap, que prioritairement on parlait aux collègues. Donc peut-être déjà voir comment on peut parler de ce sujet-là au sein de l'entreprise et faire remonter des questionnements et faire remonter des sujets et peut-être par le biais, je dirais, tout simplement de conférences faites par l'extérieur. Si vous abordez le sujet par quelqu'un qui est extérieur à l'entreprise, derrière, vous pouvez engager toutes les ressources au sein de l'entreprise. Mais oui, je sais que la QVCT est un service RH, mais je pense qu'il faut l'ouvrir justement à d'autres acteurs, peut-être des acteurs extérieurs qui vont venir renforcer le sujet. Ok, merci pour cette réponse. Dans les questions-réponses, on nous pose aussi la question, alors là, du coup, on a parlé de RH, etc., mais dans l'éducation nationale, dans ce milieu-là, comment les femmes peuvent se tourner? Comment on peut aller interroger différentes personnes dans ce milieu de l'éducation nationale? Alors l'éducation nationale, c'est très large, mais je pense qu'il faut, de la même manière, là, je vous ai cité des collectivités, publiques, qui sont aujourd'hui assez force de proposition et je pense que dans l'éducation nationale, il faut voir quels sont les référents que vous pouvez avoir. Alors moi, je suis pas une spécialiste de la fonction publique, mais je pense qu'il y a aussi des référents, qu'on peut contacter, puisque l'éducation nationale, si mes informations sont bonnes, peine aussi aujourd'hui à recruter. Donc on voit bien qu'il y a quand même des sujets, à mettre sur la table qui peuvent être des enjeux. On parlait de marque employeur, mais c'est aussi le cas pour la fonction publique, qui a un vrai sujet, sur le recrutement. Donc ça fait partie de ce qui doit être affiché en tout cas et doit être montré en termes d'envie, pour aller vers l'éducation nationale pour pouvoir, travailler. Si vous êtes une femme de 50 ans et qu'on vous propose rien, et pas forcément un salaire, en plus attrayant, il va falloir qu'il y ait une remise en cause qui se fasse aussi, en interrogeant, globalement, la tutelle pour savoir ce qu'elle fait, sur ces sujets-là. Merci pour cette réponse. J'ai une dernière petite question à vous poser, d'une personne qui nous dit: «Comment ne pas stigmatiser celles qui expriment une prise en compte de leurs besoins, quand d'autres diront que ce n'est pas un problème?»
Alors vous aurez toujours des gens qui vous diront: «Moi, ça va très bien». Je vous renvoie à mon exemple de ma PDG, de la société tech. Hem, il y a des femmes, hein, qui traversent la ménopause sans avoir aucun symptôme, hein. Alors, j'ai pas les stats, c'est pas forcément les plus importantes, mais je pense que si on commence à ouvrir le sujet et quand on parle à ses collègues, moi, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui vous diront, «Ah oui, mais moi aussi». Et en fait, il y aura bien sûr, il y aura toujours une ou 2 qui vont vous dire: «Moi, pas de problème, moi, je suis une warrior, je gère tout», alors elle va peut-être vous le dire, ça ne sera pas forcément la réalité. En revanche, vous aurez beaucoup de femmes qui, en fait, je suis toujours très étonnée par le fait que quand vous avancez, vous ouvrez un sujet, il y a beaucoup de paroles qui commencent à se libérer, surtout quand vous parlez, entre collègues et je pense que, c'est déjà extrêmement, rassurant, parce qu'on a toujours tendance à penser qu'on est les seuls à vivre, ces symptômes-là puisque personne n'en parle et en fait, il suffit d'ouvrir la discussion, pour dire que vous aurez en face de vous des collègues qui vont vous dire: «Ah bah oui, moi aussi. Ah bah moi, je connais quelqu'un qui» et en fait, là, vous vous apercevez que vous n'êtes pas toute seule. Eh bien, merci pour cette réponse. Messieurs, dames, je vais vous lancer un petit questionnaire, pour savoir, voilà, comment s'est déroulé, le webinaire et cetera. Vous allez voir, ça va s'afficher, au milieu de votre écran et du coup, j'en profite aussi pour, madame Dancourt, si vous voulez, conclure. Voilà, un dernier mot pour la fin avant de finir ce webinaire. Si je puis me permettre, est-ce que je peux moi-même poser une question? Ah oui, bah, Bien sûr. totalement, totalement. Savoir s'il y a des Sophie, s'il y a des études spécifiques, sur le sujet de l'impact de la ménopause sur les enseignantes? Alors, moi, j'en ai pas vu passer, pour l'instant, mais je peux faire une veille et revenir vers vous si je vois passer quelque chose. On est quand même pas très outillé encore, sur les études. Heu, il y a celle de la NGEN, mais il y a pas beaucoup d'études par secteur aujourd'hui. Je pense que ça finira par, se démocratiser. On finira par mettre vraiment le sujet sur la table comme les Britanniques l'ont fait, mais on n'est pas dans la culture des Britanniques. On est beaucoup moins, je dirais, on est beaucoup moins militant dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'on ne pose pas vraiment les sujets comme ils devraient, l'être, mais ça viendra parce que, globalement, on va arriver à une société qui vieillit et démographiquement, il y aura plus de femmes vieillissantes que de jeunes femmes, d'ici quelques années. Donc ces sujets-là, on ne pourra pas pouvoir les mettre sous le tapis, puisque globalement, si on reprend la vie des femmes en entreprise, aujourd'hui, on a une génération Z, alors, avec tous les guillemets sur la catégorisation, qui n'est pas prête à s'engager durablement au sein des entreprises parce qu'elles deviennent exigeantes justement en termes de qualité de vie, engagement et santé mentale. Et à l'autre bout de la chaîne, on a encore des entreprises qui ne veulent pas recruter des femmes qui passeraient le cap des 50 ans. Donc, il y a un moment donné, ça va devenir inextricable pour les entreprises de piloter des entreprises avec, entre la génération Z et la génération X, ça ne va pas être possible. Donc, ce sujet-là, il va être même pas pour des questions d'altruisme, mais pour des questions purement de productivité, devoir se reposer et les RH vont devoir repenser leur recrutement. Mais ça, et les managers, leur mode de management. Mais ça on pourrait refaire des webinaires sur le sujet tellement il y a à dire sur la manière dont on doit réengager l'ensemble de la société au sein des entreprises. Merci beaucoup. Eh bien, messieurs, dames, on va conclure ce webinaire. Eh bien, merci à vous, merci à madame Charlap, merci à madame Dancourt. Merci pour ce webinaire fort intéressant sur un sujet qui doit mobiliser, non pas seulement les femmes, mais aussi les hommes. Donc, voilà, j'en fais partie et c'est une prise de conscience à avoir de tout le monde. Et du coup, voilà, je vais mettre fin à ce webinaire et du coup, pour tout le monde, vous pouvez retrouver ce replay de ce webinaire dans quelques jours sur le site de la MGEN dans la catégorie ménopause. Et voilà, je vais vous souhaiter une belle fin de journée sous le soleil. Bonne fin de journée à tous et au revoir. Merci beaucoup. Merci à vous.